L'histoire commence dans une école d'apparence normale où plusieurs étudiants traversent la cour. À l'intérieur de l'école, nous arrivons à la cafétéria où de nombreux étudiants prennent leur déjeuner. Un garçon dort à une table jusqu'à ce que son ami Potley arrive avec de la nourriture et l'appelle Gavin Clark. Son ami essaie de le réveiller et lui dit qu'il a apporté de la nourriture pour qu'il puisse manger. L'ami pense que le garçon est fatigué parce qu'il est resté debout tard à parler avec Senya Scott. Se réveillant confus, le jeune homme se demande où il est et remarque une très bonne odeur dans l'air. Il regarde le plateau et voit un repas complet avec du riz et du poulet, l'air surpris. Soudain, le garçon se lève d'un bond et crie pour que tout le monde entende que c'est de la vraie nourriture. Le garçon fixe maintenant les assiettes, bavant de faim, et son ami est surpris par sa réaction. Sans hésiter une seconde, il commence à dévorer la nourriture sur la table comme un animal sauvage. L'ami Potley lui demande d'y aller doucement, sinon il finira par s'étouffer. Il se met ensuite en colère car il se rend compte que le protagoniste mange sa propre nourriture. Après avoir tout mangé, le garçon apparaît le ventre plein et dit qu'il est enfin de retour. Avec un air sérieux, il pense qu'il n'arrive pas à y croire, mais il semble qu'il soit vraiment revenu à la vie. Son ami lui demande s'il est rassasié et s'il était un fantôme affamé dans sa vie antérieure. Le protagoniste répond qu'il s'est en effet réincarné d'un fantôme terrassé par la faim. Avec un sourire glacial, il révèle que dans une apocalypse de glace, il est mort de faim. L'ami ne comprend rien et lui demande si sa petite amie a rompu avec lui pour qu'il agisse de la sorte. Le garçon pose alors une main sur l'épaule de son ami pour le calmer et lui expliquer la situation. Il dit que Yaneo Parker est en vie et que maintenant ils peuvent tout recommencer et tout récupérer. Yaneo est confus et demande à son ami d'arrêter d'être bizarre, car bien sûr qu'il est en vie. Le protagoniste demande alors la date, et son ami répond que c'est le 8 août 2024. Le garçon explique que dans un demi-mois, le monde entrera dans une ère glaciaire à cause d'un blizzard de 3 mois. Son ami pense que c'est ridicule puisque c'est le milieu de l'été et lui demande s'il a des problèmes. Le jeune homme dit qu'il a besoin d'aide, et Yaniel dit qu'il fera n'importe quoi pour leur amitié. Alors, le protagoniste demande à emprunter 1 milliard, et son ami recrache sa boisson sous le choc. Le garçon Potley lui demande s'il est sérieux, et le jeune homme confirme qu'il l'est totalement. Yaniel refuse sur le champ, disant que même s'il vendait son propre père, il ne pourrait pas obtenir 1 milliard. Le protagoniste lui demande à combien il vendrait son père, et Yaniel estime à environ 500 millions au maximum. Le garçon s'irrite et crie que c'est Yaniel qui vend son père, le traitant de sans cœur. À ce moment-là, un couple passe devant eux, et le garçon blond dit qu'il a réservé un salon privé pour eux deux. Les deux amis regardent alors dans la direction du couple qui vient de passer. Ce type, Zach, dit qu'il va montrer quelque chose de grand à Xonia après le dîner, et l'idée lui plaît. Yanual reconnaît la fille comme étant Xonia et fait remarquer qu'elle trompe son ami avec Zach Young. Le couple se retourne alors et se retrouve face à face avec les deux garçons qui sont là, à tout regarder. Xonia est choquée et demande ce que Gavin fait là, avec un air stupéfait. L'ami Potley se met en colère et dit que Gavin a économisé pour lui acheter des vêtements chers. La fille s'en moque et dit qu'elle n'expliquera rien parce que c'est exactement ce que ça paraît être. Le protagoniste a un flashback de sa vie antérieure où il s'est occupé d'elle après qu'elle ait été abandonnée. Il se souvient qu'elle l'a trahi plusieurs fois et qu'il est mort de faim à cause d'elle. Son ami essaie de convaincre Gavin de partir puisque la fille ne se cache même plus, mais le garçon dit qu'il n'est pas pressé. Yaniel est confus et demande pourquoi il resterait, car le simple fait de la regarder le rend malade. Zach se moque du protagoniste, disant que Xonia l'a traité de peau de colle, et il semble qu'elle avait raison. La jeune femme dit alors à Gavin d'arrêter de la déranger, et ajoute que tout ce qu'il a fait était du harcèlement, et qu'elle le trouve dégoûtant. Avec un air sérieux, le protagoniste demande s'ils ont fini de parler. Le garçon blond lui demande s'il ne va pas partir, et Xonia dit que même s'il se mettait à genoux, elle ne le reprendrait pas. Son ami essaie de l'éloigner, mais Gavin demande 5 minutes de plus pour gérer la situation. Yanel ne comprend pas pourquoi et se demande pourquoi un gars sympa comme lui ne voit pas qui elle est vraiment. Zachary dit qu'il adorerait voir les tours du garçon en 5 minutes, et si c'est divertissant, il lui donnera un prix. Sans hésiter une seconde, le protagoniste donne une gifle violente au garçon blond. La fille est choquée par la scène et crie désespérément le nom de Zach. L'ami et tous les autres autour restent bouche bée devant ce qui vient de se passer. Se tenant le visage, le garçon blond devient furieux et demande comment le type ose le frapper. Zach lève alors le poing de colère et s'apprête à rendre le coup. Il crie qu'il va en finir avec le protagoniste, mais le garçon aux cheveux sombres reste calme et immobile au même endroit. Avant que le garçon blond puisse faire quoi que ce soit, Gavin le frappe d'un coup de pied au visage et lui dit de dégager. L'ami Potley est impressionné par la force de son copain et se demande à quel point il est fort. Avec Zach au sol, Xonia accourt, inquiète, pour voir s'il va bien. Elle crie sur Gavin, lui disant qu'il a de gros ennuis pour avoir touché à l'héritier d'une grande société. Le garçon blond se relève et dit qu'il est ceinture noire de taekwondo et qu'il ne perdra pas contre un voyou. Sans même laisser le temps au garçon blond de réagir, le protagoniste lui assène un autre coup de poing et le traite de déchet. Il pense que l'apocalypse a été une chance d'apprendre à se battre, et que s'occuper d'un type comme ça est facile.
Son ami est choqué par la force de son copain et lui demande depuis quand il est devenu si fort. La fille devient furieuse et crie que le garçon regrettera d'avoir blessé Zach. Elle dit alors au protagoniste de se mettre à genoux et de s'excuser, sinon elle ne lui pardonnera jamais. À bout de patience, le garçon gifle la jeune femme et lui demande pour qui elle se prend. Le garçon blond se relève, furieux, et menace de détruire le protagoniste, disant que ce sera aussi facile que d'écraser une fourmi. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le protagoniste le frappe d'un uppercut au menton. Saisissant l'occasion, le garçon aux cheveux sombres attrape rapidement quelque chose dans la poche de la veste du blond. Il révèle alors une bombe aérosol et dit qu'il savait qu'il trouverait ça sur lui. Le garçon blond crie désespérément et dit au protagoniste de lui rendre l'objet immédiatement. Avec un sourire narquois, le garçon aux cheveux sombres demande à combien de filles il a déjà fait du mal avec cet objet. L'autre garçon nie tout et essaie de récupérer la bombe, disant qu'il ne sait pas de quoi il parle. Sans perdre de temps, le protagoniste vaporise tout le contenu de la bombe au visage du garçon blond. Il se met à crier de douleur, et la fille accourt, inquiète, pour voir ce qui s'est passé. Elle lui demande ce qui ne va pas, mais le garçon blond lui dit de s'éloigner et de ne pas l'approcher. Les yeux du garçon deviennent étranges, et il semble avoir complètement perdu la tête. Il se retourne alors et attrape la fille à côté de lui avec un regard de fou. Complètement hors de contrôle, le garçon aux cheveux blonds finit par déchirer la robe de la jeune femme devant tout le monde. La fille panique et lui crie d'arrêter car ils sont au milieu de la cafétéria. La fille crie désespérément à l'aide pendant que Zach continue de l'attaquer sans contrôle. Le protagoniste annonce que les 5 minutes sont écoulées, et son ami est toujours sous le choc de la scène. Il explique que le spray contenait une substance qui fait perdre les sens à une personne et la transforme en bête. Son ami s'inquiète pour la police, mais le garçon dit que Zach ne risquerait pas d'être démasqué. Et aussi, étant très fier, l'héritier du groupe Dragon essaierait de se venger par lui-même. Yaniel est d'accord et dit que, vu sa personnalité, il réglerait ça en privé. En quittant la cafétéria, le garçon potelé demande où ils vont maintenant. Avec un sourire aux lèvres, le protagoniste répond qu'il va vendre sa maison. Ils arrivent bientôt dans une agence immobilière, et l'ami semble très inquiet par cette idée. Il remet en question la vente de la seule maison de ses parents, mais le garçon est complètement décidé. Le jeune homme pense qu'avec l'argent, il doit faire des réserves de provisions pour l'apocalypse. L'agent immobilier lui tend les papiers et commente qu'il n'y a pas d'urgence à vendre avec des prix si élevés. En quittant les lieux, l'ami demande quel sera leur prochain arrêt. Le protagoniste annonce alors avec un sourire que c'est maintenant le moment de dépenser de l'argent. Peu de temps après, les deux amis arrivent dans un très grand supermarché. Le garçon commence à demander à l'employé 1000 unités de farine de riz et d'huile, et il demande aussi 10 000 unités de chaque conserve en rayon. Le vendeur est complètement choqué par la commande et demande si monsieur est sûr. Le jeune homme confirme et son ami plaisante, demandant s'il ouvre son propre supermarché. Il demande ensuite si le magasin fait des livraisons, et l'employé répond que oui, il s'occupe de tout. Le garçon demande si la famille de son ami a un entrepôt, et Yaniel lui demande s'il va tout stocker là-bas. Le jeune homme demande alors à emprunter l'entrepôt et l'adresse pour pouvoir aller acheter plus de choses. À ce moment, 2 filles apparaissent dans le supermarché, en train d'observer les garçons. Elles le reconnaissent et se moquent de lui parce qu'il a été trompé, se demandant comment il peut se permettre de faire ses courses dans cet endroit. Ensuite, il commande 5 ordinateurs dernier cri et 10 téléviseurs et consoles de jeux vidéo. Le garçon pense qu'avec l'apocalypse, le divertissement sera essentiel pour passer le temps. L'employé est super excité et le nomme plus gros client de l'année, laissant les deux autres choqués. Les filles sont sous le choc du coup et se demandent comment un pauvre type comme lui a autant d'argent. Le protagoniste demande alors de faire emballer tous les appareils électroniques et les vestes d'IV. La fille aux cheveux violets se demande s'il est vraiment pauvre puisqu'il a déjà dépensé plus de 1 million. Elles en concluent que c'est un riche déguisé et que c'est une énorme opportunité pour elle. Le garçon pense qu'il est presque prêt pour l'apocalypse, et qu'il doit maintenant se concentrer sur quelque chose de plus important. Une voix féminine le salue, et le garçon la reconnaît instantanément avec un air sérieux. Elles s'approchent toutes les deux et le complimentent, disant qu'il est soudainement devenu beaucoup plus beau. Il se souvient que pendant l'apocalypse, elle dirigeait des voyous et l'ont volé une fois, le laissant presque mourir de froid. Celle aux cheveux violets lui demande pourquoi il est si silencieux et l'invite à aller manger un morceau. Le garçon accepte l'invitation et demande à son ami de ramener les affaires pendant qu'il s'occupe de quelque chose. Les filles se réjouissent que l'imbécile ait accepté et prévoient de dépenser tout son argent dans un restaurant chic. Le protagoniste dit qu'il meurt de faim et quitte le magasin avec les 2 filles. Peu de temps après, le trio arrive devant un bâtiment qui semble très cher et luxueux. Les filles l'emmènent au restaurant, et il fait semblant d'être surpris par l'apparence coûteuse de l'endroit. Une fois à l'intérieur de l'endroit chic, l'une des filles demande au garçon ce qu'il pense de la nourriture ici. En regardant le menu, le protagoniste fait semblant d'être choqué et demande si ce n'est pas un peu trop cher. Les deux scènes moquent et disent que s'ils ne commandent rien, elles commanderont pour elles-mêmes. Celle en robe verte commande alors à la serveuse tous les plats les plus chers du menu. 1 heure plus tard, la fille aux cheveux violets dit qu'elle est super rassasiée, car elle n'avait pas autant mangé depuis longtemps. Elle demande à Gavin comment était son repas,
et il répond que c'était super mais qu'il doit s'absenter un instant. Le protagoniste se lève alors de table et se dirige calmement vers la réception. Là, il ignore l'addition et leur demande de préparer 100 tables avec les mêmes plats pour dans 10 jours. L'employé reste bouche bée face à la demande et demande si monsieur en est certain. Le garçon tend simplement une carte VIP à la fille et dit qu'il peut tout payer d'avance. Il se souvient avoir mangé des conserves pendant l'apocalypse et veut s'assurer de la bonne nourriture pour l'avenir. Les filles pensent qu'il est allé payer et le traitent de riche imbécile, prévoyant d'aller acheter des sacs à main après. La réceptionniste confirme l'énorme commande puis demande pour l'addition de leur table. Avec un sourire victorieux, le jeune homme reprend sa carte et dit qu'elles peuvent payer pour elles-mêmes. Il pense qu'il a dépensé presque tout l'argent de la maison, et que c'est maintenant le moment de faire des prêts. Le garçon commence alors à consulter divers sites de prêts en ligne sur son téléphone. En marchant dans la rue, il se réjouit d'avoir obtenu 2 700 000,0 de 36 entreprises. Soudain, le téléphone portable du protagoniste se met à sonner, et le nom de Sharon apparaît à l'écran. À l'autre bout du fil, la fille crie furieusement en demandant où diable il est passé. Au téléphone, le garçon dit qu'un imprévu est survenu et qu'il est déjà en route pour chez lui. Avec un sourire moqueur, il demande alors pourquoi ce serait à lui de payer l'addition. À l'autre bout du fil, la fille hurle que c'est lui qui les a invités à manger. Le jeune homme rétorque qu'il ne les a jamais invités et que ce sont elles qui l'ont traîné là-bas. Celle aux cheveux violets devient furieuse et lui demande s'il s'attend à ce qu'elle paie pour cette nourriture si chère. Il se moque d'elle et demande pourquoi elles se plaignent du prix si elles ont insisté pour commander les plats les plus chers. Un homme dans le restaurant les traite de honte et dit que Gavin est un perdant qui ne peut pas payer. Elle demande alors à la réceptionniste s'il est vrai qu'il a commandé 100 tables, et la fille le confirme. Désespérée, la fille supplie Gavin de revenir payer les factures puisqu'il a tant d'argent. Le garçon raccroche le téléphone et dit qu'il ne paiera pas pour 2 gamines pourries gâtées comme elle. Les filles paniquent car elles n'ont pas d'argent, et le gérant les informe qu'ils ne font pas crédit. En colère, la fille décide d'appeler un certain Hunter pour donner une leçon au protagoniste. Pendant ce temps, le jeune homme arrive devant un magasin de loterie avec un plan en tête. Il se souvient avoir gagné à la loterie dans sa vie antérieure, et que maintenant il peut gagner beaucoup plus. Utilisant sa mémoire du passé, le garçon remplit le ticket avec les numéros qu'il sait gagnants. Tenant le ticket, il dit que maintenant il n'a plus qu'à attendre 2 jours pour les résultats. Le protagoniste retourne alors à l'entrepôt et trouve son ami Yaniel par terre. Le garçon potelé se plaint d'avoir été abandonné, mais son ami promet de l'emmener s'amuser un peu. À l'intérieur de l'entrepôt rempli de boîtes, son ami lui demande à quoi bon dépenser autant. Le jeune homme explique que pendant l'apocalypse, ses provisions sauveront des vies et demande à Yaniel de lui faire confiance. Son copain dit que si le garçon n'avait pas l'air si normal, il penserait que son ami est devenu fou. Le protagoniste sourit et dit qu'il n'y a pas d'urgence, car dans quelques jours, le garçon potelé le croira. Soudain, des types étranges apparaissent, et l'un d'eux demande s'il est bien le dénommé Gavin Clark. Le jeune homme confirme son identité et demande s'ils sont les sbires d'un homme nommé Hunter. Un type chauve avec une batte l'accuse de s'en être pris à la femme de Hunter et le traite d'audacieux. L'ami potelé prend peur et menace d'appeler la police alors que les voyous les encerclent. Le type chauve ricane et le met au défi d'appeler pour voir qui arrivera en premier, la police ou lui. Le protagoniste s'interpose alors et dit à son ami qu'il n'a pas besoin d'appeler les autorités. Les voyous rient de l'attitude du jeune homme et le traitent de lâche pour ne pas vouloir impliquer la police. L'ami potelé essaie de négocier et dit que son père est le patron d'une grande entreprise de construction. Le type chauve reconnaît le nom et dit qu'il ne le touchera pas, mais que leur cible est Gavin. Désespéré, son copain crie au protagoniste de s'enfuir pendant qu'il essaie de retenir le type. Un type blond bouscule l'ami potelé, et le chauve s'apprête à attaquer le jeune homme avec la batte de baseball. Terrifié, l'ami potelé crie désespérément le nom de Gavin en regardant la scène. Le protagoniste arrête la batte d'une main et dit que l'attaque était lente et que le type ne s'est jamais entraîné. Ensuite, il lui assène un coup de pied puissant dans l'estomac, faisant tomber la batte de l'homme. Le grand type crache un peu de sang et demande comment le petit morveux a osé faire ça. Le jeune homme ramasse la batte par terre et lui assène un coup violent en plein visage. Le coup est si fort que la batte s'écrase dans la bouche du type chauve, le laissant sous le choc. Les autres voyous prennent peur et disent que le gamin est sans pitié car il a complètement neutralisé le chauve. Avec la batte sur l'épaule, le protagoniste sourit et met au défi tous les autres de l'attaquer ensemble. Pointant les voyous du doigt, il les fixe avec un regard plein de confiance et de détermination. Le type blond crie alors à ses potes de tout donner et d'en finir avec le gamin. Avec des mouvements rapides et précis, le jeune homme met à terre tous les voyous et semble s'amuser. L'ami potelé est choqué et se demande si c'est toujours le même Gavin qu'il connaissait. Avec tout le monde au sol, le garçon demande si c'était suffisant, et les voyous se rendent sur le champ. Il exige alors 100 000 de chacun d'eux, et le type blond crie que c'est de l'extorsion. À bout de patience, le protagoniste assène un autre coup au visage du voyou qui hurle de douleur. Le garçon menace de leur bousiller les jambes s'ils ne se dépêchent pas de faire le virement. Un peu plus tard, le téléphone du jeune homme reçoit une notification pour 600 000 sur son compte. Il pense qu'il n'est pas cruel mais que l'apocalypse a changé sa mentalité pour toujours.
Le protagoniste prend son ami dans ses bras et dit qu'il va les mener dans un endroit vraiment excitant. Les deux arrivent dans une boîte de nuit pleine de lumière, avec plusieurs personnes qui dansent sur la piste. L'ami potelé adore l'endroit et dit que c'est parfait pour se détendre après tant de problèmes. Le garçon va au bar et dit à la fille qu'il cherche le patron pour une livraison. Soudain, les deux amis marchent dans un couloir bordé de plusieurs gardes de sécurité en costume. Yaniel est terrifié et le protagoniste demande si la situation est excitante ou non. Le garçon potelé dit que son cœur bat la chamade, et que ce n'est pas le bon genre d'excitation. Les gardes de sécurité se mettent à crier que Monsieur Lo est arrivé, ce qui rend son ami encore plus tendu. Ils se tiennent alors devant un homme de dos, qui a de longs cheveux violets. L'homme se retourne, se révélant être un vieil homme qui demande s'ils sont là pour une livraison. Le protagoniste dit que c'est la première fois qu'ils se rencontrent et qu'il est venu après avoir entendu parler de la livraison. Mystère Lo demande alors où est la marchandise, vu qu'ils ont les mains vides. Avec un sourire, le jeune homme dit qu'ils sont la marchandise, et le vieil homme trouve la situation amusante. Mais soudain, le chef devient sérieux et ordonne à ses gardes de sécurité armés de détenir les deux jeunes hommes. L'ami grassouillet panique et essaie d'utiliser le nom de son père pour se sortir de ce pétrin. Il demande quel genre de marchandises il livre, et le jeune homme explique que ce sont leurs organes. Yaniel est encore plus désespéré et crie comment son ami peut s'attendre à ce qu'il ne panique pas. Le jeune homme défie alors le chef et demande si le célèbre Mystère Lo n'ose pas acheter. Il fait alors une offre, disant que pour 10 millions, tous ses organes appartiendront au vieil homme. Le chef fait une contre-offre de 5 millions, disant que le prix du marché est bas. Le jeune homme accepte et demande l'argent d'abord, promettant de livrer le corps dans 3 jours, et le vieil homme est d'accord. Mystère Lo ordonne alors à l'un de ses sbires d'apporter les contrats pour qu'il les signe. Le protagoniste demande pourquoi il n'y a qu'un seul contrat et en demande un autre pour son ami, qui refuse immédiatement. Ignorant les protestations, le jeune homme dit au garde de ne pas l'écouter car il vend bel et bien. Le garde de sécurité force alors le garçon grassouillet à signer le contrat sous la menace d'une arme. En quittant les lieux, son copain hurle sur son ami, le traitant d'inhumain pour l'avoir vendu. Le jeune homme lui dit de ne pas s'inquiéter, mais l'ami grassouillet dit que Lo est un dangereux chef de gang. Avec un air sérieux, le jeune homme révèle que dans 3 jours, ce type, Lo, aura disparu. Son ami n'y croit pas, mais le protagoniste dit qu'il va lui faire croire à l'apocalypse. Devant un grand manoir, un agent immobilier demande au jeune homme s'il est sûr de ne vouloir louer que cette maison. Il confirme avec une certitude absolue et dit à la femme qu'il n'est intéressé par aucune autre. L'ami grassouillet ne comprend rien et demande pourquoi il loue soudainement un manoir. Le protagoniste se souvient que dans sa vie passée, ce manoir était l'endroit le plus sûr pendant l'apocalypse. Il décide alors que, puisqu'il est mort là-bas dans sa vie passée, sa nouvelle vie commencera à ce même endroit. L'agent immobilier prévient que le propriétaire ne veut pas louer, mais le jeune homme offre le double du prix de la location. Malgré cela, elle dit que ce n'est pas une question d'argent, et il augmente l'offre à 5 fois le prix. Avec un sourire, le jeune homme offre 10 fois le loyer et dit qu'il peut payer le premier mois tout de suite. Enthousiaste, la femme lui garantit qu'elle lui obtiendra la maison, même si elle doit supplier le propriétaire. Il dit alors qu'il a une condition, il veut entièrement rénover la maison avant d'éménager. Soudain, une femme plus âgée apparaît, disant à Xenia de saisir l'opportunité avec Zach. L'ami grassouillet est surpris de voir la fille là et se demande ce qu'elle fait. Le jeune homme explique que c'est simple et que ce Zach Young a un manoir dans cette résidence. Xenia arbore une expression de colère et de mépris en voyant son ex-petite amie là. Elle lui crie dessus et l'accuse de la harceler à nouveau après ce qui s'est passé la dernière fois. La mère de la fille s'en mêle et dit que sa fille ne serait jamais intéressée par un étudiant pauvre et sans avenir. Le protagoniste s'énerve et demande si elles sont idiotes et qui pourrait bien les harceler. Avec un sourire moqueur, il dit qu'elles peuvent le condamner autant qu'elles veulent, mais que louer une maison n'a rien à voir avec elle. Xenia se moque du jeune homme et doute qu'il ait l'argent pour payer les 20 000 de loyer mensuel. À ce moment, l'agent immobilier revient et annonce que tout est réglé et que le loyer est de 25 000. La mère de Xenia est choquée et n'arrive pas à croire que le pauvre type a vraiment loué le manoir. La fille se moque de lui et dit que c'est inutile qu'il essaie si fort d'être près d'elle car elle ne veut pas de lui. Le protagoniste et son ami pensent que la fille est complètement folle et délirante de penser ça. Sa mère dit que le loyer est bas et que cela ne le qualifie pas pour courtiser sa fille. L'agent immobilier leur rappelle que l'offre était de 10 fois le prix, et le jeune homme accepte de payer immédiatement. La mère et la fille sont sans voix et doutent qu'il ait 250 000 à payer. Imperturbable, le jeune homme fait le virement sur le champ et montre le reçu sur son téléphone. L'agent immobilier lui remet les clés et dit que la maison est à lui pour la rénover comme il le souhaite. La mère se demande si le jeune homme vient d'une famille riche, et Xenia dit que c'est impossible, et qu'elle va enquêter. En marchant dans la rue, le protagoniste demande à son ami s'il connaît le patron de la plus grande entreprise de rénovation de la ville. Il demande à son ami d'organiser une rencontre, et le garçon grassouillet s'interroge sur le plan de rénovation du manoir. Le jeune homme lui dit de ne pas poser de questions et de simplement organiser la rencontre car il comprendra tout ce soir. Son ami réussit à obtenir le rendez-vous pour le jour même car le patron a tout reporté pour le rencontrer. Le protagoniste le remercie et dit qu'il enverra un camion de nouilles instantanées en cadeau.
Avec un sourire, il dit à son ami de ne pas s'inquiéter, car son père adora le cadeau bien assez tôt. Ils arrivent à l'entreprise de rénovation, et un employé leur demande d'attendre le PDG. Xenia et sa mère sont également là, et la femme plus âgée dit à sa fille d'obtenir une bonne rénovation. Les deux amis entrent dans la salle d'attente, et la réceptionniste leur demande s'ils ont un rendez-vous. La fille devient furieuse en les voyant et l'accuse de l'avoir suivi jusqu'à l'entreprise de rénovation. Le protagoniste perd patience et se demande pourquoi il continue de tomber sur ces deux idiotes. Xenia se moque de l'ami du protagoniste et dit que c'est stupide de rénover un endroit qui n'est pas à lui. Le jeune homme se présente à la réceptionniste et dit qu'il a une réunion prévue à 7 heures. La mère et la fille doutent qu'il soit là pour une rénovation et pensent qu'il ne fait que se vanter. Un homme corpulent en costume arrive et demande à l'employé où se trouve la personne avec qui il a rendez-vous. La réceptionniste pointe le groupe du doigt et dit que la personne est juste là, en train d'attendre. La mère de Xenia est toute excitée en voyant Monsieur Zhao et vante l'influence de Zach. Elle se tourne ensuite vers le protagoniste et lui jette à la figure la différence de leur statut. La fille aux cheveux rouges s'approche et salue l'homme avec un sourire aux lèvres. Monsieur Zhao est confus et lui demande si elle a une réunion prévue à ce moment-là. Xenia dit rapidement oui et quelle est la personne qui est là pour la réunion. L'homme lui demande si son nom est Gavin Clark, et la fille répond non et que son nom est Xenia. À bout de patience, Monsieur Zhao la bouscule et lui dit de ne pas se mettre sur son chemin. Le protagoniste s'approche alors et se présente formellement à l'homme comme étant Gavin Clark. Le chef d'entreprise est surpris par la jeunesse du garçon et l'invite à discuter plus en détail. La mère de Xenia ne comprend rien, et sa fille dit que ça doit être une relation grâce à la riche famille de Yaniel. Une fois dans le bureau du directeur, les deux se préparent à discuter du projet de rénovation. Monsieur Zhao s'assoit et demande à son jeune ami ce qu'il souhaite rénover. Avec un sourire confiant, le protagoniste répond qu'il veut rénover un manoir entier. L'homme dit que c'est un petit travail et qu'il demandera à son directeur de conception de s'en occuper. Mais le jeune homme insiste et dit qu'il serait préférable que Monsieur Zhao en discute personnellement. Monsieur Zhao dit que pour être honnête, il est très occupé et ne s'occupe que des grands projets. Le protagoniste lui assure alors qu'il est un grand projet, et l'homme l'interroge sur le budget. Le jeune homme révèle que son budget est d'au moins 30 millions, et le patron se met à rire. Mais soudain, l'homme réalise le montant et est complètement choqué par ce qu'il vient d'entendre. Il demande alors si le jeune homme est sûr du nombre et s'il ne voulait pas dire 3 millions. Avec un sourire confiant, le jeune homme confirme que le budget total est de 30 millions. Un directeur se présente pour aider, mais le patron le renvoie sur le champ et dit qu'il s'occupera de tout lui-même. Monsieur Zhao commente qu'avec cet argent, il pourrait acheter un manoir et s'enquiert de la rénovation. En réponse, le protagoniste lui tend un rouleau de papier et dit que les plans du projet sont là-dedans. En analysant les papiers, l'homme est choqué et demande s'il construit une forteresse. Le jeune homme dit qu'il peut payer plus si nécessaire et que la seule exigence est de terminer en 15 jours. Le patron trouve le projet difficile et dit que cela ressemble à un bunker de guerre pour l'apocalypse. Le jeune homme lui dit alors de supposer que c'est l'apocalypse et offre un acompte de 20 millions. Avec un regard déterminé, l'homme accepte le travail et promet de mobiliser toutes les ressources de l'entreprise. En quittant les lieux, l'ami grassouillet panique et dit que c'est fou de dépenser 35 millions pour une maison louée. Le protagoniste prévient que l'argent ne vaudra bientôt plus rien, et son ami demande d'où vient l'argent. Il révèle alors qu'il a contracté 10 millions de prêts, et Yaniel dit que l'apocalypse a intérêt à être réel. Dehors, Xenia le nargue et lui demande combien il a dépensé pour attirer son attention. Déjà à bout de patience, le jeune homme lui dit de s'occuper de ses affaires et que ça ne la regarde pas. La mère de la fille se vante que sa fille a dépensé 1 million et dit que c'est ça, le vrai pouvoir. L'ami grassouillet intervient et dit que 1 million n'est rien car Gavin en a dépensé 35. Xenia se met à rire et dit qu'elle le croirait si c'était 500 000, mais pas 35 millions. Le protagoniste la met alors au défi, lui demandant si elle l'appellerait papa s'il avait vraiment dépensé autant. La fille dit qu'elle a déjà enquêté et qu'elle sait qu'il a obtenu au maximum 3 millions de sa maison. Sa mère se joint à la plaisanterie et dit qu'elle l'appellera papa s'il a vraiment dépensé tout ça. Un employé apparaît et lui remet le contrat que le jeune homme a oublié de prendre en partant. La femme plus âgée arrache le papier et dit qu'elle va exposer son mensonge devant tout le monde. Mais en lisant le document, son expression change complètement et sa mâchoire tombe. Sa fille demande ce qui ne va pas, et la mère est sans voix en voyant le montant écrit sur le papier. Avec un air de panique, la femme révèle que le montant sur le contrat est bien de 35 millions. Désespérément, elle crie que le contrat est un faux car il est impossible qu'il ait autant d'argent. L'employé défend l'entreprise et dit que le contrat a été signé par le patron et n'est pas un faux. Le protagoniste s'approche de la femme et lui rappelle sa promesse de l'appeler papa. Sans hésiter, il gifle la femme en plein visage, l'envoyant voler sur le côté. L'ami grassouillet célèbre la scène, et le jeune homme dit qu'il est temps pour eux de partir. Xenia crie furieusement et jure qu'elle ne lui pardonnera jamais d'avoir humilié sa mère comme ça. À la tombée de la nuit, les deux amis retournent au manoir qu'ils venaient de louer ce jour-là. Le garçon grassouillet ne comprend rien et demande pourquoi ils sont de retour à cet endroit. Le protagoniste sourit et dit que maintenant il va lui faire croire que l'apocalypse arrive. Son ami pense que le jeune homme agit bizarrement et que soit il est devenu fou,
soit l'apocalypse est réelle. L'ami grassouillet se plaint du froid et dit que le temps est étrange pour un milieu d'été. Avec son téléphone à la main, le protagoniste dit qu'il est presque temps que quelque chose se produise. Soudain, une étoile filante traverse le ciel, et le jeune homme dit qu'elle est enfin arrivée. Son copain ne comprend pas et demande ce qu'il y a de si spécial avec une simple étoile filante. Le jeune homme explique que l'apocalypse arrivera bientôt, mais qu'il y a des signes clairs avant. Le garçon grassouillet montre le ciel, effrayé, et dit que l'étoile semble venir vers eux. Le protagoniste révèle que l'étoile confère des capacités, et c'est pourquoi le quartier est devenu une base. Il se souvient qu'une de ces étoiles est tombée sur le manoir et a été trouvée par un voleur. Son ami panique et crie à l'autre de courir car l'étoile va les percuter de plein fouet. Mais le jeune homme reste sur place et dit avec un sourire que cette opportunité est entièrement pour lui. Le garçon grassouillet essaie de l'arrêter et lui demande s'il a une sorte de désir de mort. Le corps du protagoniste est enveloppé d'une lumière dorée, et il semble flotter dans les airs. Son ami est sous le choc et pense que c'est la fin parce que Gavin a été écrasé par l'étoile filante. Mais à sa grande surprise, le jeune homme va bien et dit que ses attributs physiques ont été multipliés par 5. Avec une aura dorée autour de lui, il se tourne vers son copain et lui demande s'il le croit maintenant. Le garçon grassouillet et sans voix, les yeux écarquillés, demande si son ami n'est pas mort. Le protagoniste sourit et dit que non seulement il est en vie, mais qu'il a aussi acquis une capacité spéciale. Son ami ne voit pas de différence et demande comment il est devenu plus fort s'il a la même apparence qu'avant. Le jeune homme pose alors une main sur l'épaule de son ami grassouillet, qui est confus par ce geste. Avec une force incroyable, il soulève son ami dans les airs d'une seule main, le laissant sous le choc. Avec un sourire confiant, le jeune homme demande si son ami le croit enfin. L'ami panique car il pèse plus de 90 kg et a été facilement soulevé d'une seule main. Suspendu dans les airs par son compagnon, le jeune homme est surpris et demande ce qui se passe. Avec un sourire confiant, son sauveur lui dit de descendre immédiatement. Il saute alors du haut du manoir, et son ami crie de panique, craignant le pire pour eux deux. Atterrissant en toute sécurité avec son ami dans les bras, un impact puissant se fait sentir au sol. Le compagnon plus robuste est complètement choqué et se demande s'il va bien après la chute. Un sourire apparaît sur le visage du héros alors qu'il demande si l'autre le croit maintenant. La réponse est oui, puisqu'il a survécu au saut. Pendant ce temps, Xenia et sa mère sont dans la maison, et la femme plus âgée demande ce que sa fille regarde. La fille répond qu'elle a vu une étoile filante atterrir près du manoir de Gavin, que sa mère déteste. Avec un sourire, Xenia rassure sa mère, disant que Zach reviendra pour se venger de Gavin. La matriarche entend la sonnette et semble surprise par le bruit soudain. Zach Young apparaît à la porte. La femme le salue joyeusement, et il demande où est Xenia. La jeune femme apparaît avec un regard séducteur, appelant le nom de Zach pour attirer son attention. Zach la tient de manière suggestive et lui dit de se dépêcher, car il est très excité. La mère de la fille est toujours là et Zach lui dit d'aller faire bouillir de l'eau. Xenia dit à son petit ami de ne pas se presser et mentionne que Gavin a également emménagé dans le quartier. La fureur s'empare de Zach, qui peste que Gavin ait osé se montrer avant qu'il ait eu la chance de le chercher. La mère de la fille révèle à Zach que Gavin a loué un manoir dans le quartier pour être proche de Xenia. Avec un regard de colère, Zach promet qu'il passera un appel qui fera regretter cela à son rival pour le reste de sa vie. Avec une expression furieuse, il passe un appel et demande à parler à un homme nommé Biao. Ensuite, une enseigne au néon montre l'entrée d'un lieu appelé Box Club. Sur un ring, deux combattants s'affrontent pendant que quelqu'un dans la foule crie à l'un d'eux de foncer. Zach est au téléphone, souriant, et offre 200 000 pour que son contact s'occupe de quelqu'un. Biao, le combattant avec une crête iroquoise, répond qu'il comprend et qu'il sera de retour dans 2 heures. Le boxeur dit à son adversaire d'arrêter le combat car il a un travail à faire. L'adversaire de Biao s'énerve, le traite de débutant arrogant, et lui demande s'il veut un vrai combat. Biao assène un coup de poing puissant à son rival, le mettant hors de combat. La foule est sous le choc, commentant que Biao est le nouveau champion de boxe clandestine. De retour au manoir, Gavin regarde l'horizon et réfléchit que ce seront les premières étapes de l'apocalypse. Son ami grassouillet se plaint que la situation est cruelle, et qu'il n'aurait jamais imaginé un sort aussi terrible pour l'humanité. Gavin demande à Yaniel ce qu'il compte faire face à toute cette situation. Yaniel déclare qu'il suivra les instructions de son ami et fera tout ce qu'il dira. Sur un ton de plaisanterie, son guide lui dit de commencer par vendre son propre père pour obtenir de l'argent. Le jeune homme répond que son père a des biens mais qu'il ne croira pas à l'apocalypse. Il pensera que son fils est devenu fou. Le chef du groupe explique que l'argent ne vaudra plus rien dans 15 jours et que seules les provisions compteront. Yaniel est d'accord et dit que même si son père le bête, il vendra tout jusqu'à ce que la famille soit ruinée. Avec un regard sérieux, l'autre l'interrompt, demandant ce qui ne va pas. Son compagnon demande ce qui se passe, et la réponse vient rapidement, le manoir est encerclé. Dehors, des sbires encerclent la maison, et l'un d'eux prévient que la cible ne peut pas s'échapper. Biao ordonne à ses hommes d'enfoncer la porte du manoir de toute urgence. L'un des intrus se prépare à enfoncer la porte avec une énorme masse. Le sbire essaie d'enfoncer la porte mais est repoussé par une force invisible. À l'intérieur, les deux amis regardent l'homme tomber,
et Yaniel demande qui sont les intrus. Biao est surpris et se demande si le résident les a remarqués, se demandant s'il est aussi un combattant entraîné. Le résident reconnaît Biao et l'appelle par son nom complet, Duan ou Biao. Confus, le combattant demande comment ils se connaissent. Dans ses pensées, le héros de la maison se souvient que Biao était l'un des rares chanceux à avoir acquis des pouvoirs dans l'Apocalypse et à avoir gardé sa conscience. Biao menace le jeune homme, disant qu'il ne le ménagera pas et qu'il le mettra au lit pour 6 mois. Avec un sourire confiant, le défenseur du manoir rétorque qu'il ne sera pas tendre non plus et dit à l'attaquant de déguerpir. Agacé par son attitude, Biao fonce pour attaquer avec un coup de poing puissant. La cible esquive l'attaque, pensant que les mouvements du combattant sont trop lents. Biao essaie de le frapper à nouveau, mais le coup est encore une fois esquivé. La contre-attaque arrive avec un coup de poing puissant à l'estomac, qui met Biao à terre. Les sbires sont choqués de voir leur patron au sol, trouvant la scène incroyable. Biao lutte pour se relever tandis que son adversaire lui demande s'il va abandonner. Le champion clandestin refuse de se rendre, déclarant que la personne capable de le faire plier n'est pas encore née. D'un coup de pied, le défenseur le met à nouveau à terre, le laissant gravement blessé. Il demande alors à Biao ce qu'il a pensé du combat, mais l'homme reste au sol, blessé. Le combattant répond que c'est incroyable d'être aussi impuissant, mais il refuse toujours d'abandonner. Souriant, son adversaire dit que ce serait ennuyeux s'il se rendait facilement et lui propose un moyen de sauver sa sœur. Choqué, Biao lui demande comment il était au courant de la maladie de sa sœur. Une image montre le combattant assis au chevet de sa sœur malade, avec une expression triste. L'homme mystérieux explique que Biao se bat pour récolter de l'argent afin de sauver sa sœur, atteinte d'une maladie incurable. Biao, plein d'espoir, demande si celui qui sait tout peut vraiment guérir sa maladie. Avec un sourire, le jeune homme prétend être le seul au monde à savoir comment la sauver et dit qu'il doit le croire. Le combattant le croit car il a été vaincu et lui demande ce qu'il doit faire pour sauver sa sœur. La condition est donnée avec un sourire, battre Zack Young assez violemment pour le clouer au lit pendant un demi-mois. Un regard furieux apparaît sur le visage de Biao alors qu'il planifie déjà comment il va s'occuper de Zack. Le combattant rassemble ses hommes de main et leur ordonne de le suivre pour accomplir la nouvelle mission. L'un des hommes lui demande s'il croit vraiment l'étranger, et Biao confirme, disant qu'il est son dernier espoir. Dans son manoir, Zack Young suppose que Gavin doit déjà être à l'hôpital et qu'il est temps pour lui de passer à l'action. Xenia est avec Zack et la fille le traite de terrible, avec un sourire malicieux. Soudain, des coups forts à la porte surprennent Zack. La mère de Xenia est agacée par l'interruption au milieu de la nuit et va ouvrir. La femme ouvre la porte et demande qui sont ces gens qui envahissent sa maison. Biao dit à la dame de s'écarter pour qu'ils puissent entrer rapidement. La mère de Xenia gronde le combattant, le traitant d'impoli pour avoir fait irruption dans sa maison. Biao répond par un coup de poing puissant et lui dit de dégager de son chemin. Une fois à l'intérieur du manoir, Zack demande si le travail a été fait. Zack s'approche de Biao et lui tend 200 000, disant qu'il n'avait pas besoin de venir en personne. La réponse de Biao est un coup de poing puissant qui frappe Zack en plein visage. Xenia est effrayée de voir son petit ami saigner et demande à Biao ce qu'il fait. Le combattant ignore la supplique de Xenia et ordonne à ses hommes d'attaquer Zack. Les hommes de main commencent à frapper Zack à coups de poing et de pied au sol avec une grande colère. La victime supplie Biao d'arrêter de le menacer, disant que sa famille le jetterait dans le caniveau. Biao dit à ses hommes de main de cesser l'attaque un instant. Agacé, Zack dit que Biao a fait une énorme erreur en l'attaquant. Le chef du groupe ignore ses paroles et dit à ses hommes de ligoter et de malmener à nouveau la cible. Zack panique, traitant Biao de fou pour avoir fait ça. L'agresseur demande alors qui est Gavin Clark et exige une explication pour tout cela. Suspendu la tête en bas, la cible révèle qu'il n'a accès qu'à 10 millions et a besoin d'une autorisation pour plus. Biao exige qu'il transfère immédiatement les 10 millions sur son compte. Le téléphone de Gavin affiche un SMS avec une notification d'argent reçu. Son ami lui dit que le professeur a envoyé un message concernant une session de formation pratique, mais le jeune homme dit qu'il n'ira pas. En apprenant que la formation a lieu près de North New City, il change Davis. Avec un sourire, le jeune homme décide de participer car il prévoyait déjà d'explorer cet endroit. Son téléphone sonne, c'est Biao, qui lui annonce que Zack Young a craché 10 millions et que l'argent a déjà été envoyé. Devant un magasin de loterie, le jeune homme pense à vérifier les billets qu'il a achetés. Il se dit que s'il gagne à la loterie, il pourra acheter beaucoup de provisions pour l'apocalypse. Un peu plus tard, il est en colère de ne pas avoir gagné et se demande comment cela a pu arriver. Le stratège pense que rien n'a changé et que peut-être le maître des événements a une longueur d'avance sur lui. Il conclut qu'il doit trouver un autre moyen de gagner beaucoup d'argent pour se préparer. Des étudiants se rassemblent devant un bus pour la formation pratique en finance. Les filles qui l'ont piégé au restaurant le regardent, agacées, et lui demandent s'il ose se montrer. Avec un sourire sarcastique, il demande pourquoi il n'oserait pas se montrer. Elle lui reproche d'être parti sans payer l'addition du restaurant et exige une explication. Avec une expression indifférente, le jeune homme demande ce que cela a à voir avec lui. L'une des filles, avec un sourire enjôleur, lui demande de payer la dette, promettant qu'elles feront n'importe quoi en retour. L'autre, excitée,
dit qu'il a appris à être méchant et que pour 20 000, elles ne rentreront pas au dortoir. Souriant malicieusement, le débiteur dit qu'elles doivent d'abord lui prêter 40 000. Le jeune homme s'éloigne des filles avec un sourire, prêt pour un nouveau plan de collecte de fonds. Dans le bus, on voit les étudiants assis alors qu'ils voyagent calmement vers le lieu du stage. Le garçon grassouillet se plaint d'avoir soif et demande si son ami a apporté de l'eau car il a mangé quelque chose de très salé. À ce moment-là, une fille aux cheveux bruns sourit et tend gentiment une bouteille au protagoniste. Il prend la bouteille et, sans réfléchir, la tend à son ami qui meurt de soif. La jeune femme dit qu'elle a entendu ce qui s'est passé avec son ex, et espère que le garçon s'en remettra bientôt. Souriante, elle dit qu'elle est en fait heureuse qu'il voit enfin qui était vraiment cette fille. Sachant qu'il a perdu de l'argent, la fille lui propose son aide financière, mais le garçon refuse poliment. L'ami chuchote que la fille est intéressée par lui, mais le garçon aux cheveux noirs lui dit de boire de l'eau et de la fermer. Le bus arrive enfin à destination et se gare devant un grand bâtiment très moderne. Tous les étudiants descendent du véhicule pendant qu'un homme à lunettes se prépare à donner des instructions. Quelqu'un commente que le 3e étage est le meilleur et que le premier n'est que du travail manuel. L'instructeur commence à lire à haute voix les noms des étudiants qui resteront au convoité 3e étage. Les filles snobs célèbrent leur bonne position et disent que ce type, Hunter, peut tout résoudre. Elle regarde l'ami du protagoniste et commente qu'elle est jolie mais n'a pas de relation. Avec des regards malveillants et envieux, elle prévoit de choisir la fille naïve comme leur prochaine cible. L'homme continue de lire la liste pour le 2e étage, appelant les noms de plusieurs autres étudiants. Irrité, le garçon grassouillet se plaint que leurs noms n'ont même pas été appelés pour l'étage intermédiaire. L'instructeur ajuste ses lunettes avec un air sérieux et annonce que les 3 restants iront au rez-de-chaussée. La fille s'inquiète beaucoup, pensant qu'ils n'apprendront rien d'utile en restant là. Les autres étudiants se moquent du groupe, mais le garçon reste calme et ne montre aucune réaction. Le protagoniste ne laisse pas passer et demande avec un sourire moqueur quels étaient les critères pour ce choix ridicule. L'instructeur ajuste ses lunettes et dit que tout a été décidé par l'entreprise et l'école, ce qui en fait un processus équitable. Mais le garçon aux cheveux noirs lui rit au nez et dit que mentir aux siens est quelque chose que seuls les scélérats sans caractère feraient. L'homme devient furieux face à l'audace de l'étudiant et lui demande s'il veut être renvoyé pour avoir parlé ainsi à un supérieur. Pointant du doigt, il soutient que ce n'est pas injuste puisque le garçon riche et grassouillet est aussi au rez-de-chaussée avec le pauvre. L'ami perd patience et crie que l'instructeur est un sans-gêne car il a demandé un pot de vin à son père pour obtenir une promotion. Le professeur est choqué d'entendre ces manigances sordides révélées devant tous les autres étudiants. Souriant, le garçon grassouillet montre son téléphone et prévient qu'il a tout enregistré au cas où le menteur voudrait entendre sa propre voix. L'atmosphère devient tendue entre eux tandis que l'instructeur essaie de garder contenance face à cette accusation très grave. Soudain, un étudiant en marron s'interpose, pointant du doigt et accusant le duo de manquer de respect au professeur. Les filles snobs en profitent pour cracher leur venin, disant que des gens comme eux n'auraient même pas dû obtenir le stage. Le protagoniste regarde avec mépris le lèche-bot et lui demande pour qui il se prend, lui ordonnant de s'écarter. Le type nommé Wongda est offensé d'être ignoré et s'avance, demandant comment le garçon aux cheveux noirs ose parler ainsi à quelqu'un comme lui. Sans réfléchir, la brute tente de donner un coup de poing lâche au visage de notre héros pour impressionner son chef. Il crie furieusement et met toute sa force dans le coup, jurant qu'il en finira avec ce type sur le champ. Cependant, le garçon aux cheveux noirs saisit le poing de l'agresseur avec une facilité impressionnante, comme si l'attaque venait d'un enfant. La brute se met à avoir des sueurs froides et panique en réalisant qu'il ne peut pas bouger sa main d'un seul millimètre. Alors le protagoniste riposte avec 2 gifles humiliantes qui claquent bruyamment sur le visage de l'ennemi, laissant tout le monde sous le choc. Les joues rouges et brûlantes, le type se tient le visage, incapable de croire qu'il s'est fait battre devant tout le monde. Désespéré, il court vers le professeur en criant que Gavin est devenu fou et doit être puni immédiatement. D'un coup précis, le garçon aux cheveux noirs met la brute à terre, et il tombe inconscient sur le sol froid du parking. Le professeur devient furieux et lui ordonne d'arrêter immédiatement, exigeant des excuses sur le champ. Mais le garçon n'écoute pas et assène une gifle cinglante au visage de l'instructeur sans montrer la moindre pitié. En voyant la scène, le garçon grassouillet vibre d'excitation et félicite son ami pour le courage de tenir tête à cet homme agaçant. La foule est sous le choc, se demandant si c'est vraiment Gavin, car il a eu le courage de frapper le professeur. Humilié, le professeur pointe son doigt et crie que l'étudiant est renvoyé du programme de stage pour toujours. Le garçon aux cheveux noirs dit qu'il se fiche de la menace et assène un autre coup de poing brutal, envoyant l'homme au pays des rêves. Les ennemis à terre, les 2 amis s'éloignent calmement tandis que la fille court pour les rattraper. Le garçon grassouillet regarde son compagnon, effrayé, ne comprenant pas d'où venait une telle force et une froideur si soudaine. À ce moment, l'ami timide s'approche d'eux, semblant indécise sur le chemin qu'elle doit suivre maintenant. L'instructeur essaie d'empêcher la jeune femme de partir avec eux, prétendant que ce n'est pas bien vu pour une fille de traîner avec des fauteurs de troubles. Les filles snobs essaient aussi de l'influencer, disant que traîner avec Gavin ruinera son avenir professionnel. Le protagoniste lui demande alors de rester au stage et de le prévenir si quelque chose d'étrange s'y passe.
Puis il appelle son ami Grassouillet, disant qu'il est maintenant temps de s'occuper d'affaires bien plus importantes. Ils arrivent à un immense parc logistique qui stocke des provisions envoyées à tous les marchés de la province. L'ami réalise immédiatement que le plan n'est pas de travailler mais de prendre les provisions, et le garçon aux cheveux noirs loue son intelligence. Mais le garçon Grassouillet panique, disant qu'il est impossible de voler cet endroit car la sécurité doit être maximale. Ignorant la peur de son collègue, le garçon repère une pancarte d'embauche à l'entrée de l'un des grands entrepôts. Le sourire aux lèvres, il s'approche d'un groupe d'ouvriers et demande poliment des informations sur le poste vacant. Un homme au visage antipathique répond sèchement qu'il n'embauche que des femmes pour le moment. Le garçon Grassouillet s'indigne de la pancarte et demande ce qu'ils vont faire puisque les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Mais le garçon aux cheveux noirs a un plan et ordonne à son ami de retourner chercher la fille timide immédiatement. Pendant ce temps, on voit l'intérieur du bureau où les stagiaires travaillent, concentrés sur des ordinateurs. Les deux vipères reçoivent un appel demandant une fille pure pour satisfaire un certain monsieur Jagne. Avec des sourires malveillants, elle regarde la pauvre Cucueux, qui ne se doute guère du danger qui la guette. Les fausses amies s'approchent du bureau de la jeune femme et demandent avec une sympathie forcée comment se passe le travail. Totalement innocente, la fille remercie les deux, disant qu'elle a appris beaucoup de nouvelles choses ce jour-là. Celle aux cheveux violets fait semblant d'être une amie et dit qu'il est naturel de s'entraider puisqu'elles sont camarades de classe. Puis elle lance l'appât, demandant si la fille a déjà eu un petit ami, et la réponse est un non très embarrassé. L'amie à lunettes se réjouit et dit qu'elle a l'occasion parfaite de lui présenter un petit ami riche. Effrayée, elle refuse, disant qu'elle veut seulement travailler, mais les méchantes insistent sur le fait que l'homme a beaucoup d'argent. N'acceptant pas un non comme réponse, elles attrapent la fille par les bras et la traînent dehors de force. Le bâtiment est immense et luxueux, montrant que cette rencontre aura lieu dans un endroit très privé et suspect. Arrivée à la porte de la chambre, la victime tente de résister mais est poussée à l'intérieur sans aucune pitié. À l'intérieur, un vieil homme chauve et gros boit du thé tout en évaluant la nouvelle marchandise avec un regard de désir. Les filles présentent leur collègue comme si elle était un objet, et la jeune femme reste paralysée de peur. Satisfait, l'homme dégoûtant envoie les deux au service des finances pour récupérer une bonne somme pour le sale boulot. Elle le remercie pour le paiement, ignorant complètement le sort cruel qu'elles ont réservé à leur propre ami. En quittant la pièce, celle en violet lui dit au revoir avec un sourire cruel, laissant la fille à la merci du vieil homme. La porte claque, enfermant la fille innocente à l'intérieur alors qu'elle crie à l'aide en vain. Le vieil homme dégoûtant sourit et dit que si elle est obéissante, elle gagnera beaucoup plus d'argent que les autres filles. La fille recule vers la porte en tremblant et prévient qu'elle n'est pas ce genre de fille, menaçant d'appeler la police immédiatement. Mais l'homme lui rit au nez, révélant que la sécurité est entièrement à lui et que personne ne viendra la sauver de cette situation. Acculée, elle le supplie de la laisser partir, disant qu'elle veut juste travailler en paix, mais le méchant continue d'avancer. À bout de patience, il lui assène une gifle violente qui fait voler le téléphone loin de la main de la jeune femme effrayée. Avec un regard psychotique, il dit qu'aucune femme ne quitte cette pièce sans passer par lui et être utilisée d'abord. À ce moment précis, le téléphone qui est tombé par terre se met à sonner, affichant le nom du protagoniste sur l'écran illuminé. Loin de là, les amis marchent calmement sans imaginer le danger dans lequel se trouve leur collègue à ce moment. Le garçon Grassouillet remarque l'appel et dit à son ami que la fille timide l'appelle. Le garçon aux cheveux noirs répond en souriant, demandant ce qui s'est passé, mais la ligne coupe soudainement, provoquant la confusion. Son sourire disparaît en réalisant que l'appel a été coupé de manière suspecte, indiquant que quelque chose de très grave s'est produit. Avec un mauvais pressentiment, il prévient que quelque chose de grave s'est produit et part en courant pour retourner d'urgence au bâtiment. De retour dans la chambre, la jeune femme est jetée brutalement contre les meubles, tombant faiblement au sol. Le vieil homme met sa main sur sa tête, ressentant de la douleur, et crie furieusement qu'elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. D'un pied lourd, il marche sur le téléphone, écrasant l'appareil et coupant toute chance de communication. Le pervers se lèche les lèvres, disant qu'il adore les inexpérimentés et promet de la transformer en un immense succès. Désespérée, la fille attrape un vase pour se défendre, jurant qu'elle préfère la mort plutôt que de se rendre à lui. L'homme perd le contrôle et lui assène un autre coup brutal, la faisant tomber et promettant de la faire souffrir énormément. Pendant ce temps, à l'entrée, un agent de sécurité bloque le passage du duo, les empêchant d'entrer dans les lieux. Le garçon Grassouillet bombe le torse et crie, demandant si le garde est aveugle et ne reconnaît pas le jeune maître. Le garçon aux cheveux noirs pousse vigoureusement le garde de côté, ordonnant à l'homme de s'écarter immédiatement. L'agent de sécurité est confus par cette attitude mais hésite à arrêter le prétendu fils du patron de l'entreprise. Le duo profite de l'ouverture et court à l'intérieur pendant que le garçon Grassouillet indique le chemin vers l'ascenseur. Le garçon n'écoute pas les protestations de l'employé et continue de marcher comme si l'endroit lui appartenait. L'homme se gratte la tête, pensant que c'est étrange car le père du patron ne serait pas si jeune. Soudain, il comprend et ses yeux s'écarquillent en réalisant qu'on s'est moqué de lui en pleine face. Désespéré, il se met à crier pour des renforts, avertissant que des intrus viennent d'entrer dans le bâtiment. Mais les amis sont rapides et les portes de l'ascenseur se ferment, laissant les gardes crier derrière eux.
En sortant dans le couloir du bon étage, il trouve les deux vipères en train de rire et de parler. Le sourire disparaît de leur visage et la panique surgit quand elle voit le protagoniste se tenir là, devant elle. Avec une expression terrifiante, il va droit au but et exige de savoir où est son ami en ce moment. Celle aux cheveux violets essaie de faire l'idiote et lui demande ce qu'il fait là sans permission. Le regard du garçon s'assombrit encore plus alors qu'il prévient qu'il ne demandera pas une deuxième fois. Perdant le sens du danger, la fille pointe son doigt et crie qu'il ne peut pas se comporter comme un sauvage ici. La réponse arrive rapidement sous la forme d'une gifle cinglante qui frappe le visage de la snob en plein fouet, sans pitié. L'ami à lunettes reste paralysé de peur en voyant sa compagne être projetée au loin par l'impact du coup. Sans perdre le rythme, le garçon aux cheveux noirs pivote et assène une autre gifle, jetant la deuxième fille au sol. Regardant les deux filles tomber et humiliées, il demande une fois de plus où la jeune femme timide a été emmenée. En pleurant et en tremblant, la méchante pointe la grande porte, révélant que la fille est piégée à l'intérieur. Alors qu'il avance, la fille prévient que le patron est dangereux et qu'envahir la pièce lui coûtera cher. Sans perdre de temps, il défonce la porte d'un coup de pied d'une force énorme, faisant voler le bois dans la pièce. À l'intérieur, la fille crie à l'aide tandis que le vieil homme gros devient furieux de l'interruption soudaine. Le garçon aux cheveux noirs voit la scène et ses yeux brûlent de rage, exigeant que l'homme dégoûtant lâche la fille instantanément. Mais le patron n'est pas ébranlé et demande avec arrogance si le garçon sait à qui il a affaire. Claquant des doigts, le méchant ordonne aux agents de sécurité d'entrer et de battre les intrus à mort. Immédiatement, plusieurs hommes en uniforme armés de matraques apparaissent, encerclant le duo d'amis. Le garçon grassouillet tremble de peur derrière le héros, mais le protagoniste reste calme, faisant face au danger. À la porte, les deux vipères célèbrent, disant que le garçon mérite de périr pour avoir offensé quelqu'un de si puissant. Cependant, le combat dure peu de temps car le jeune homme se déplace rapidement, abattant le premier garde d'un coup précis. Ensuite, il avance comme un ouragan, projetant les agents de sécurité comme s'ils étaient des poupées de chiffon. Le patron regarde tout ça, bouche bée, incapable de croire que ses meilleurs hommes sont vaincus si facilement. En quelques secondes, tous les hommes de main sont étalés sur le sol, gémissant de douleur à cause de la raclée qu'ils ont reçue. Maintenant seul et sans défense, le vieil homme gros recule sur le sol, tremblant de terreur devant ce monstre enragé. Le garçon s'approche de lui avec un regard meurtrier, demandant ce que le pervers voulait faire d'autre avec la fille. Avec froideur, il promet de s'assurer que l'homme ne pourra plus jamais penser à toucher une femme de sa vie. Puis il lève le pied et frappe de toutes ses forces l'entrejambe du vieil homme, écrasant ce qui restait de sa dignité. Un cri d'agonie résonne dans la pièce tandis que le garçon aux cheveux noirs se retourne et marche calmement vers son ami effrayé. Il lui prend les épaules en lui demandant si elle est blessée, et la jeune femme pleure, soulagée d'avoir été sauvée à temps. La fille en sécurité, le protagoniste reporte son attention sur les deux traîtresses qui se tiennent toujours à la porte. Elle tremble en voyant son aura sombre, réalisant que c'est maintenant leur tour de payer pour ce qu'elles ont fait. Les deux vipères tremblent de peur et essaient d'utiliser l'excuse d'être camarades de classe pour échapper à la raclée. Mais le garçon aux cheveux noirs ignore l'excuse et assène une gifle au visage de celle à lunettes, demandant si c'est ainsi qu'on traite une amie. Ensuite, il frappe l'autre fille en l'avertissant que si elle n'était pas utile, il lui aurait déjà brisé les os. Tous les ennemis étant vaincus au sol, le protagoniste appelle ses amis pour quitter rapidement cet endroit sordide. La snob court voir comment va le patron et promet d'appeler la police pour arrêter les intrus immédiatement. Furieux, le vieil homme la gifle en criant qu'elle ne peut pas impliquer la police et exige d'être emmenée à un hôpital. Ensuite, il appelle un contact puissant pour demander de l'aide urgente afin de faire disparaître un certain garçon de la carte. Déjà dans la rue, la fille timide les remercie pour le sauvetage, mais le garçon potelé sourit en disant que c'est à ça que servent les amis. Le garçon aux cheveux sombres sourit doucement et lui demande quels sont ses projets d'avenir maintenant qu'elle a perdu ce stage. Triste, elle dit qu'elle avait l'intention de trouver un travail après le stage, mais que maintenant l'avenir semble assez incertain. Le garçon suggère alors de lui trouver un emploi sur le champ, laissant son ami potelé surpris par l'idée. La fille s'enthousiasme et demande s'il peut vraiment faire ça, tandis qu'un sourire d'espoir apparaît sur son visage. Il retourne à l'entrepôt de tout à l'heure, où les employés regardent avec confusion le groupe qui approche. Le protagoniste désigne son ami et demande sérieusement s'ils veulent l'embaucher pour travailler sur place. La jeune femme hésite, disant qu'elle a étudié la finance et trouve étrange de travailler dans un entrepôt de travail manuel, loin du bureau. Mais le garçon aux cheveux sombres dit que tout travail est digne et garantit qu'elle peut briller n'importe où avec de la détermination. L'employé regarde sa montre avec impatience et lui demande si elle va accepter le poste car son service est sur le point de se terminer. Le garçon pousse son ami en avant en lui disant de s'inscrire rapidement, et la fille accepte, encore un peu mal à l'aise. En sortant, il lui dit au revoir en lui demandant de bien travailler et promet de revenir lui rendre visite dans quelques jours. En riant, le garçon potelé dit que seule elle accepterait de devenir agent de sécurité avec un diplôme d'une université aussi célèbre. Il explique en souriant que c'est précisément sa naïveté qui lui a garanti cette opportunité d'emploi unique. La mission accomplie, le groupe se prépare à partir, laissant l'immense parc logistique derrière eux. Soudain,
Un pistolet apparaît de nulle part, pointé directement sur la tête de notre héros, qui se fiche sur place. Le garçon potelé lève les mains en tremblant tandis que le garçon aux cheveux sombres reconnaît que ce sont les sbires de Monsieur Lowe. Un des hommes les prévient que le délai de 3 jours est écoulé et qu'ils sont maintenant venus chercher les organes promis. Le garçon potelé se cache de peur, mais le protagoniste évalue la situation et se rend compte qu'il peut gagner facilement. Mais un sourire malicieux apparaît sur son visage alors qu'il décide de les suivre, car le vrai spectacle est sur le point de commencer. Peu de temps après, la camionnette se gare dans un entrepôt abandonné, loin de tout, et tout le monde est forcé de descendre. L'endroit est isolé et parfait pour des crimes, tandis que les deux amis observent les environs avec une grande attention. Un homme de main avec des lunettes pointe son arme et leur crie avec impatience de continuer à marcher sans se retourner. À cet instant, le regard du protagoniste change, se concentrant complètement sur l'ennemi avec une intensité mortelle. Avec une vitesse absurde, il désarme le bandit et lui assène un coup puissant avant que l'homme ne puisse réagir. Le son du coup de feu résonne dans l'entrepôt alors que le sbire lui-même est mortellement touché par l'arme qu'il tenait. Le garçon aux cheveux sombres atterrit avec style, tenant le pistolet fumant, tandis que le corps de l'ennemi tombe inerte au sol. Les 3 autres complices sont sous le choc et crient furieusement que le gamin paiera cher pour cette audace. Mais la réponse arrive rapidement avec une série de tirs précis qui abattent les bandits les uns après les autres. Glissant sur le sol comme un professionnel, il tire sur la dernière cible sans lui laisser aucune chance de se défendre. Le garçon potelé reste bouche bée et loue l'incroyable précision de son ami, disant qu'il ressemble à un tireur d'élite. Le garçon se souvient que dans sa vie passée, il s'est beaucoup entraîné au tir pour survivre à l'apocalypse, car il n'avait pas de pouvoir. Puis il lance une arme à son ami qui panique, disant qu'il n'a aucune idée de comment utiliser cette chose. Le garçon aux cheveux sombres lui demande s'il joue aux jeux vidéo, et le garçon potelé répond qu'il est un pro, même en tenant le pistolet de travers. Alors le tireur lui dit de faire comme si c'était un jeu pendant qu'ils avancent ensemble à l'intérieur du dangereux entrepôt. Il repère un camion en cours de chargement et plusieurs caisses suspectes éparpillées dans la cour de l'endroit. L'ami reconnaît le logo d'une célèbre entreprise de biotechnologie et ne comprend pas ce qu'ils font là. Le protagoniste se souvient que dans le futur, cette entreprise était le sauveur, mais il réalise maintenant qu'il cache des secrets. 2 gardes armés remarquent la présence de l'intrus et crient pour demander qui ose entrer dans ce lieu. Mais avant qu'ils ne finissent leur phrase, 2 tirs précis les atteignent à la tête, les abattant tous les 2 instantanément. Le garçon vérifie le badge d'un des hommes morts, confirmant qu'ils sont bien des employés de cette société. Plus loin, le vieil homme Lowe parle à une femme blonde, garantissant que les nouvelles pièces sont très fraîches. La directrice sourit, satisfaite, en disant qu'avec ces 2 garçons, ils compléteront enfin le lot de 6. Soudain, les yeux du vieil homme s'écarquillent de choc en voyant sa marchandise se promener librement et armée. La femme est perplexe, et le garçon aux cheveux sombres demande pourquoi une entreprise de biotechnologie traîne avec autant de sbires. Le chef du trafic d'organes reste sans réaction en voyant l'audace du garçon qui devrait être ligoté à présent. Sans perdre de temps, le héros pointe l'arme directement sur eux avec un regard froid, déterminé à en finir. Retrouvant la parole, le vieil homme crie désespérément, ordonnant à ses hommes d'éliminer les 2 gamins immédiatement. Plusieurs soldats sortent de l'ombre en pointant des fusils et promettent de cribler les intrus de plomb. La fusillade commence et le protagoniste plonge au sol, tirant sur les ennemis avec une précision chirurgicale. Il glisse sur le sol en esquivant les balles tout en atteignant chaque cible qui apparaît devant lui sans jamais rater. Le garçon potelé regarde tout sa bouche bée, impressionné par l'habileté surnaturelle de son ami à la gâchette. Furieux de voir son affaire ruinée, le vieil homme Lowe écume de rage, ordonnant à tout le monde d'attaquer de toute leur force. Avec une précision effrayante, il élimine 3 sbires d'un coup en glissant sur le sol de l'entrepôt. Des renforts arrivent et sont choqués par la vitesse du garçon, criant que quelqu'un l'arrête vite. La femme blonde marche sur le corps d'un des hommes tombés avec mépris, tout en observant le désordre ambiant. Le scénario est celui d'une guerre, avec des corps éparpillés partout, tandis que les chefs font face au duo armé. Pointant son arme, le garçon aux cheveux sombres retourne la question en leur demandant ce qu'ils veulent vraiment à cet endroit. Le vieil homme Lowe a des sueurs froides et crie avec indignation qu'un morveux comme lui n'a le droit de rien savoir. À court de patience pour les discours, le tireur touche l'épaule du méchant qui hurle de douleur instantanément. Le pistolet fumant à la main, le héros se moque en demandant au vieil homme de répéter ce qu'il a dit car il n'a pas bien entendu. À genoux et en sang, le criminel essaie de garder contenance, disant qu'il n'a pas peur d'enfants comme eux. Le protagoniste se tourne alors vers son ami potelé et lui ordonne froidement d'abattre le vieil homme maintenant. Le regard du garçon est intense et effrayant, pressant son compagnon d'appuyer sur la gâchette sans hésiter. Voyant qu'il va mourir, le bandit sort une arme cachée et court en criant qu'il aille en enfer. Effrayé, le garçon potelé ferme les yeux et tire, un grand bruit résonnant dans l'entrepôt vide. Le tir est précis et atteint le milieu du front du vieil homme Lowe, qui reste paralysé sans comprendre ce qui s'est passé. Le corps tombe sans vie, et l'ami regarde le pistolet en tremblant, incapable de croire qu'il a pris la vie de quelqu'un. Le garçon aux cheveux sombres ignore le mort et se concentre sur la femme blonde, disant qu'elle en sait beaucoup plus que cette ordure. La directrice recule, effrayée,
demandant qui diable il est et comment il connaît son nom de famille comme ça. Avec un sourire provocateur, il dit que le nom n'a pas d'importance, mais si elle insiste, elle peut l'appeler papa. Furieuse du manque de respect, elle crie pour exiger le respect mais est interrompue par un autre tir soudain. La balle atteint la jambe de la femme, et elle tombe en hurlant et en menaçant le garçon avec le pouvoir de son entreprise. La blonde crie de douleur en se tenant la jambe blessée tandis que le garçon aux cheveux sombres la regarde sans montrer aucune pitié. Il l'avertit froidement qu'il se fiche des menaces en l'air et que cela ne lui sauvera pas la peau. Désespérée, la femme le supplie de l'épargner, promettant de tout raconter sur les sales affaires de l'entreprise. Tremblante de terreur, elle révèle qu'il utilise des organes fournis par le vieil homme pour mener des expériences sur des humains. Le garçon fronce les sourcils, intéressé, et demande quel genre de test macabre il mène sur les gens. Elle explique qu'ils font des recherches sur l'évolution des armes biologiques et propose de les mener au laboratoire secret maintenant. Dans son esprit apparaît l'image d'un monstre menthe religieuse, se souvenant des créatures qu'il a vues pendant l'Apocalypse. Le héros réalise, choqué, que l'entreprise créait déjà ces abominations bien avant la fin du monde. La directrice est confuse et demande comment il est au courant d'un projet si secret que personne ne devrait connaître. Avec un sourire sombre, le garçon aux cheveux noirs dit qu'elle n'a pas besoin de savoir qui il est, mais plutôt d'accepter sa propre fin. La terreur envahit le visage de la femme lorsqu'elle réalise qu'elle ne sortira pas d'ici vivante, peu importe ce qu'elle dit. Sans hésiter, le protagoniste tire avec son arme, faisant taire à jamais la méchante dans cet entrepôt. Le corps de la femme tombe sans vie sur le sol, tandis que le garçon observe la scène avec un regard froid et calculateur. Il s'accroupit près d'elle et commence à fouiller ses poches, cherchant quelque chose qui pourrait être utile à ses plans. Par chance, il trouve une carte d'accès magnétique qui appartient au siège de la société maléfique. Le garçon aux cheveux sombres garde l'objet précieux, sachant que ce sera sa clé pour enquêter sur l'entreprise de l'intérieur. Pendant ce temps, le garçon potelé ouvre une des caisses du camion et vomit presque en voyant son contenu bizarre. Il crie, horrifié, avertissant que le conteneur est rempli d'organes humains prêts à être transportés. 3 jours passent, et nous voyons le vieil homme pervers de tout à l'heure répondre au téléphone, très irrité, dans son bureau. En tant qu'investisseur, il crie furieusement, exigeant de savoir pourquoi on lui a caché les problèmes en biotechnologie. L'immonde chauve appelle furieusement un contact, exigeant que ce gavin soit éliminé pour de bon le plus rapidement possible. De l'autre côté, un homme fort sourit en disant qu'il avait déjà des comptes à régler et qu'il enverra ses hommes bientôt. Pendant ce temps, au manoir, nous voyons que la structure principale a été renforcée pour résister même à un char d'assaut. L'entrepreneur informe le garçon aux cheveux sombres que la partie intérieure avec les hauts et la ventilation sera prête en 1 semaine seulement. Soudain, une femme d'âge moyen s'approche d'eux en se présentant comme tante Lou du comité de résidence. En souriant, elle demande aux nouveaux voisins de rejoindre le groupe du quartier, lui montrant un code à scanner. Le garçon sort son téléphone et accepte l'invitation sans imaginer que la femme montrerait bientôt son vrai visage. La voisine regarde les boîtes en carton des travaux de construction et dit qu'elle va entrer pour tout prendre pour elle maintenant. Le protagoniste bloque le passage, disant poliment que ce n'est pas pratique car ils sont en travaux. Mais la femme insistante le pousse et le traite de radin pour ne pas lui donner les déchets. Essayant d'être patient, il promet d'apporter les boîtes chez elle dans 1 semaine pour résoudre la situation. La vieille femme pète un câble, hurlant que dans 1 semaine, le carton aura disparu et exige de tout prendre maintenant de force. La patience du héros est à bout et il change de ton, ordonnant à la femme de ficher le camp avant qu'il ne se fâche. Choquée par la réponse, elle met les mains sur les hanches, demandant pourquoi il insulte une dame. Son regard s'assombrit alors qu'il l'avertit que si elle ne disparaît pas, elle recevra une gifle bien méritée. La voisine s'enfuit effrayée mais crie qu'il regrettera d'avoir manqué de respect aux personnes âgées. Loin de là, le playboy Blonzac pose une mallette pleine d'argent sur la table devant un homme borgne. L'assassin avec un cache-œil sourit et dit que le groupe du Vaste Dragon est prêt à servir le jeune maître. La haine dans les yeux, Zack prévient que le travail est personnel et exige que Gavin disparaisse de ce monde pour toujours. Le tueur garantit qu'il est professionnel et promet que la cible disparaîtra aujourd'hui sans laisser de traces. Le playboy rit avec un regard malicieux et dit qu'avec le pouvoir qu'il a, il peut écraser son rival comme un insecte. Pendant ce temps, les assassins arrivent à l'hôtel de luxe, où la cible séjourne dans la suite présidentielle. L'homme borgne dit à ses hommes de rester sur leur garde et d'encercler l'endroit pour ne pas laisser le garçon s'échapper. Avec un sourire cruel, le chef les avertit d'y aller à fond car il ne veut aucune erreur dans cette mission importante. À l'intérieur, le garçon aux cheveux sombres se repose sur le canapé en pensant que depuis sa renaissance, tout se déroule selon son plan. Il s'étire les bras en calculant que dans 3 jours, la partie la plus importante du projet commencera. Soudain, ses oreilles captent un bruit suspect venant du couloir, brisant le silence de la nuit. Dehors, l'assassin au cache-œil éteint la lumière et se prépare à envahir la pièce sombre. Pensant que la cible dort, il défonce la porte et envahisse l'endroit, arme au poing. Le groupe se précipite avec soif de sang, prêt à surprendre le garçon au lit. En quelques secondes, la pièce est remplie de criminels armés fouillant chaque recoin de cette immense suite.
Le chef s'arrête brusquement en remarquant que quelqu'un d'autre se trouve devant, leur barrant la route. Il pointe son arme et ordonne au sujet de rester où il est sans faire de mouvement brusque. Mais le grand gaillard sourit d'un air moqueur et pointe son doigt en retour, avertissant que c'est lui qui ne devrait pas bouger. C'est le combattant Biao qui se moque des envahisseurs, leur disant qu'il ne devrait pas être aussi négligent. L'homme borgne est surpris d'être confronté et réalise qu'il est peut-être tombé dans un piège. Le combattant lui rappelle que le dernier groupe qui s'en est pris au garçon s'est fait sévèrement tabasser et a même perdu son argent. Derrière lui, le protagoniste est assis calmement, comme s'il regardait simplement un spectacle. En souriant, il dit qu'il savait que Zach ne laisserait pas passer ça et enverrait quelqu'un pour essayer de se venger. Le regard du garçon aux cheveux sombres devient sérieux alors qu'il les avertit que maintenant, ils vont comprendre à qui ils ont eu affaire. Le chef des envahisseurs pointe son arme sur le garçon et lui demande comment il ose encore être arrogant dans cette situation. Juste derrière, le combattant avec une crête iroquoise crie furieusement, demandant si le type est devenu fou de parler comme ça. L'homme au cache-œil l'ignore et avertit avec un sourire cruel qu'aujourd'hui sera la fin du chemin pour notre protagoniste. Le grand gaillard à côté de lui semble perdre patience alors qu'il serre les dents, prêt à lancer l'attaque. Sans perdre plus de temps, les deux chefs avancent dans le couloir, menant le reste du gang pour coincer la cible dans la pièce. Soudain, l'homme borgne s'arrête brusquement en sentant une présence étrange et ordonne à tout le monde de rester sur ses gardes. Il pointe son arme vers une ombre devant lui, ordonnant à quiconque s'y trouve de ne pas bouger et de ne pas tenter de folie, mais une voix derrière lui dit que c'est lui qui ne devrait pas bouger, tandis qu'un canon froid touche sa tête. À la surprise générale, le combattant à la crête iroquoise a trahi le groupe et pointe maintenant le pistolet directement sur son ancien allié. Le chef est choqué de réaliser la trahison et crie désespérément qu'ils sont tombés dans un piège ennemi. Avec un sourire sadique, le traître donne l'ordre final à ses hommes d'en finir avec le groupe rival sur le champ. La fusillade commence intensément dans le couloir, les hommes du combattant tirant sans pitié sur les envahisseurs surpris. L'homme borgne tente de riposter en hurlant que le gamin a amené des renforts et ordonne à ses sbires de prendre leurs armes pour se battre. Le chaos s'installe, les balles fusent de partout tandis que le chef tente désespérément de survivre. Mais l'avantage est entièrement de l'autre côté, et les hommes du borgne tombent un par un sans aucune chance de se défendre. Coincé au sol, le chef des assassins fait face au traître et lui demande ce qu'il croit faire, bon sang. Le combattant sourit froidement et répond qu'il est venu accomplir sa mission, qui est d'éliminer l'assassin envoyé par le playboy. Pendant que le massacre se déroule à l'extérieur, le garçon aux cheveux sombres se détend sur le canapé, satisfait que tout se passe comme prévu. Il s'étire les bras en pensant que dans 3 jours, la phase la plus cruciale de son grand plan commencera enfin. À ce moment, son téléphone portable vibre avec un message dans le groupe de l'université l'informant qu'il a été renvoyé pour mauvaise conduite. Le professeur ne perd pas de temps et envoie un message dans le groupe, traitant le garçon de clochard au chômage devant tout le monde. Mais le garçon aux cheveux sombres riposte en révélant sur le champ que le professeur a une liaison secrète avec la femme du directeur de l'école. L'ami Potelé reste bouche bée face à cette bombe et demande comment il a découvert un secret aussi scandaleux. De l'autre côté de l'écran, l'homme panique, en sueur froide, tandis que le jeune homme sourit en savourant sa vengeance. Il se souvient que dans sa vie passée, le professeur lui-même a tout avoué lorsque la moralité humaine s'est effondrée. Désespéré, le traître ordonne à l'administrateur de supprimer le groupe et menace quiconque oserait diffuser cette conversation. Riant aux éclats, le garçon Potelé dit qu'il a déjà sauvegardé les captures d'écran et qu'il les publiera sur le forum de l'école pour que tout le monde les voie. Il regarde son ami avec admiration, réalisant que le garçon aux cheveux sombres a toujours un atout dans sa manche pour gagner. Mais l'ambiance s'alourdit vite quand il se souvient que le père du garçon pense toujours que son fils est devenu complètement fou. Le protagoniste garantit qu'après avoir réglé une dernière affaire, il prouvera la vérité à son père, quel qu'en soit le prix. La scène change pour un quartier résidentiel calme, où de hauts immeubles entourent les rues sombres de cette nuit. Le duo arrive à destination et le compagnon se demande quel genre d'événement important pourrait se produire à cet endroit. Ils observent une maison moderne qui se démarque dans le quartier, semblant appartenir à une famille aisée. Cependant, à l'intérieur, la réalité est différente avec un homme ivre et violent tenant un objet lourd à la main. Dans un coin de la pièce, on voit une scène terrible où une petite fille est enfermée dans une cage comme un animal. Les yeux de l'ivrogne sont injectés de sang de fureur tandis qu'il cherche quelqu'un sur qui passer sa frustration. La jeune fille fixe le monstre à travers les barreaux avec un regard qui mêle peur et courage défiant. L'homme jette une bouteille vide par terre, faisant éclater le verre dans toute la pièce sale et en désordre. Il crie, insultant sa fille, disant qu'il a déjà dépensé tout l'argent que sa mère a laissé en héritage. Saisissant les cheveux de la fille, il l'avertit qu'il la vendra pour avoir de l'argent pour boire avant de vendre la maison. Le père ivre tient sa fille par les cheveux et dit que sa mère est morte parce qu'elle ne lui a pas acheté d'alcool. Dans un acte de courage et de désespoir, la fille mord la main de l'agresseur avec force pour tenter de se libérer. Furieux de la douleur, l'homme lève le bras, prêt à battre la fille à mort sur le champ. Mais la porte de la chambre est défoncée d'un puissant coup de pied qui vole directement sur le monstre. L'impact est violent et le père violent est écrasé par le bois pendant que les héros envahissent l'endroit. Il se relève,
stupéfait, et fixe les intrus en demandant qui ose envahir sa maison comme ça. Le garçon aux cheveux sombres regarde la fille et trouve ça étrange car dans sa vie passée, il n'a jamais entendu parler d'un enfant ici. Il reconnaît l'homme comme un futur méchant qui obtiendra des pouvoirs spatiaux pendant l'apocalypse. Dans l'autre vie, le scélérat a volé les provisions du gouvernement, laissant une ville entière mourir de faim. Son destin fut cruel, il fut dévoré par un démon de glace, emportant les ressources dans sa tombe. Le garçon réalise qu'il est arrivé au moment exact, car un peu plus tard et le méchant aurait achevé la fille. L'ivrogne pense qu'ils sont des trafiquants et négocie le prix de sa fille, disant qu'elle est jolie comme sa mère. Le garçon potelé perd la tête en entendant ça et pointe son doigt, traitant l'homme de bête sans cœur. Les yeux exorbités de rage, il crie que le type est pire qu'un porc pour vendre sa propre fille. Le père ignore les insultes et pointe une bouteille, accusant le duo d'être les vrais criminels ici. Indigné, l'ami nie être un trafiquant et demande en quoi il ressemble à quelqu'un qui ferait ça. L'homme charge, la bouteille à la main, promettant de fendre la tête du garçon potelé en deux. Un coup de feu résonne dans la pièce et l'agresseur est touché à la jambe, tombant au sol avant de pouvoir attaquer. Le garçon aux cheveux sombres sourit fièrement et loue la précision de son ami, qui tient le pistolet encore fumant dans ses mains. L'arme à la main, le garçon potelé avertit sérieusement qu'il ne laissera pas un scélérat comme sa scène tirer impunément. À ce moment-là, la fille saisit une bouteille et frappe le père, qui est distrait, de toutes ses forces à la tête. Le garçon potelé écarquille les yeux de choc, incapable de croire à l'attitude violente de la petite. L'homme met la main sur sa blessure saignante et crie furieusement en promettant de la tuer. Mais la jeune fille ne recule pas et utilise le goulot de bouteille cassée pour frapper le monstre une fois de plus. Tombé au sol, le père essaie de ramper tout en menaçant d'écorcher vive sa propre fille. Les yeux pleins de haine, elle lève la bouteille, prête à attaquer à nouveau sans crainte. L'ami essaie d'arrêter la tragédie, mais le garçon aux cheveux sombres le retient en lui disant de la laisser continuer. Puis la fille décharge toute sa fureur accumulée en frappant le père abusif à plusieurs reprises. Le protagoniste sait qu'elle doit libérer cette haine refoulée pour ne pas devenir folle plus tard. Finalement, l'homme cesse de bouger et la fille se tient, tremblante, au-dessus de son corps. Le garçon joufflu a peur en voyant qu'il est mort, mais le protagoniste dit froidement que ce salaud le méritait. Vérifiant l'heure, le garçon aux cheveux sombres demande à son ami de nettoyer la fille et de la calmer un peu maintenant. Pendant ce temps, il grimpe sur le toit et observe des lumières mystérieuses tomber du ciel sombre. Souriant, il réalise que la grande opportunité avant la fin du monde est enfin arrivée. Une lumière dorée enveloppe son corps et il célèbre l'obtention du pouvoir qu'il désirait tant. Maintenant, son esprit accède à un espace dimensionnel gigantesque, parfait pour stocker beaucoup de nourriture. De retour à la réalité, il entend le son des sirènes qui approchent rapidement. En regardant en bas, le protagoniste voit une voiture de police se garer juste devant. Un homme chauve menotté pointe le bâtiment, informant les policiers que la scène de crime est là. Les officiers dégainent leurs armes et se préparent à envahir les lieux et à arrêter tout le monde à l'intérieur. On voit la fille, maintenant propre et portant de nouveaux vêtements, semblant être une personne totalement différente d'avant. Le garçon joufflu sourit et commente qu'après un bon bain, la petite sœur cesse de révéler être une enfant très mignonne. Mais l'ambiance change quand l'homme chauve crie pour avertir que les autorités ont encerclé le bâtiment et sont sur le point d'entrer. Soudain, le corps du père mort sur le sol commence à briller intensément, laissant l'informateur en panique totale. En quelques secondes, le cadavre se dissout en particules de lumière et disparaît complètement sans laisser de traces ni de preuves. Le garçon aux cheveux sombres, gardant son sang-froid, avertit ses amis de ne pas paniquer car fuir n'est plus la meilleure option. La porte est défoncée violemment et les policiers envahissent la pièce en pointant leurs armes et en criant que personne ne bouge. D'un air sérieux, l'officier balaie la pièce du regard, pistolet en main, et exige de savoir où se trouve le propriétaire de cette maison. Le policier fronce les sourcils, irrité, cherchant le suspect qui a été signalé mais ne trouve personne de mort sur les lieux. Confus et en sueur froide, l'homme chauve essaie d'expliquer que l'homme a disparu, mais ses paroles semblent être de la folie à ce moment-là. Ignorant le fou, le policier se tourne vers le duo d'étudiants et demande ce que des garçons font dans un endroit pareil. Le protagoniste active son mode acteur aimant, disant qu'il est un cousin éloigné venu simplement rendre visite à son parent pauvre. Le garçon joufflu tente de dissimuler sa nervosité et se présente comme un camarade de classe venu accompagner son ami pour la visite. Méfiant, l'officier s'accroupit à la hauteur de l'enfant et lui demande gentiment de ne pas avoir peur de parler. La fille le regarde avec ses grands yeux innocents et répond d'une voix faible que son nom est Sixi. Puis l'homme pointe son doigt vers le garçon aux cheveux sombres et pose la question fatidique, voulant savoir si elle connaît vraiment ce garçon. Le temps semble s'arrêter pendant que tout le monde attend la réponse de la petite, qui pourrait envoyer les deux en prison maintenant. À la surprise générale, elle confirme le mensonge en disant qu'il est son cousin et que sa mère avait déjà parlé de lui. Le garçon joufflu exhale de soulagement, essuyant la sueur de son front, et murmure qu'ils doivent sortir de là le plus vite possible. Mais le garçon aux cheveux sombres ignore la précipitation et se tourne vers l'orpheline pour lui demander si elle aimerait partir avec eux. La fille hoche la tête en signe d'accord et le garçon l'avertit qu'elle peut venir tant qu'elle n'est pas un poids mort pour le groupe.
Puis il demande sérieusement si la petite sait préparer des nouilles instantanées, car c'est une compétence vitale. Les yeux brillants, elle serre les poings et dit avec enthousiasme qu'elle est une experte en la matière, détendant l'atmosphère. Satisfait de la réponse, le garçon aux cheveux sombres sourit et appelle tout le monde à partir avant que d'autres problèmes ne surviennent. Dans la rue, le garçon joufflu se plaint d'avoir faim et suggère de manger un ragoût épicé pour se détendre après tant de tension. Plan sur un manoir luxueux où un panneau avertit qu'il ne reste que 3 jours avant l'apocalypse de glace. Dehors, l'ami tremble de peur, disant qu'il ne se sent toujours pas prêt à affronter son père. Le protagoniste pose sa main sur son épaule et dit qu'ils doivent convaincre le vieil homme aujourd'hui, quel qu'en soit le prix. À l'intérieur, un homme moustachu lit un journal et met les garçons à la porte en disant qu'il n'a pas de temps à perdre avec des bêtises. Le fils insiste désespérément, avertissant que la fin du monde approche et qu'ils doivent se préparer rapidement. Mais le père ne se soucie que de son thé et leur crie de dégager parce qu'il interrompt son moment. Soudain, la main du garçon passe au-dessus de la tasse, qui disparaît en un clin d'œil, ne laissant que la soucoupe. L'homme à lunettes écarquille les yeux, confus, cherchant sa boisson qui a mystérieusement disparu de la table. Souriant, le garçon aux cheveux sombres explique que ce n'était pas de la magie, mais le super pouvoir qu'il a essayé d'expliquer auparavant. Le vieil homme croise les bras, sceptique, disant qu'il a vu beaucoup de tours de passe-passe et qu'il ne tombera pas dans ce baratin. À bout de patience, le héros décide d'être plus radical et fait briller tout le canapé de cette mystérieuse lumière bleutée. En un instant, le meuble s'évanouit, et le père tombe sur les fesses par terre en hurlant de peur face à la chute soudaine. Le garçon le regarde d'un haut avec un sourire victorieux, demandant si maintenant l'oncle croit enfin à ce qu'ils disent. Même par terre, l'homme têtu ajuste ses lunettes et dit qu'il refuse de croire que 2 gamins ont réussi à le berner. Puis le protagoniste tend à nouveau la main, prêt à montrer que ses pouvoirs sont bien réels et dangereux. Le père tombe assis sur le sol dur, regardant les 2 garçons sans comprendre comment le canapé a disparu si soudainement. En sueur froide, il ajuste les lunettes sur son visage, essayant de réaliser qu'il vient de tomber sur les fesses. Les 3 fixent l'espace vide dans la pièce où se trouvait auparavant un meuble lourd qui a disparu dans les airs. Le vieil homme crie de panique, confirmant que l'objet a disparu, et le garçon aux cheveux sombres demande en souriant s'il le croit maintenant. Pour vérifier s'il ne rêve pas, le père assène une forte gifle sur la joue du garçon joufflu qui se tient à côté de lui. L'ami se tient le visage rouge, ne comprenant rien, et demande pourquoi diable il s'est fait frapper gratuitement comme ça. L'homme écarquille les yeux et crie que c'est réel parce qu'il a senti sa main lui faire mal en frappant le visage du garçon. La scène change, montrant le ciel bleu et l'avertissement qu'il ne reste que 2 jours avant l'apocalypse glaciale. Sur le téléphone, on voit une notification bancaire confirmant le transfert d'une somme d'argent absurde. Le garçon joufflu manque de tomber à la renverse en voyant que le père de son ami a vraiment envoyé 700 millions sur le compte. Le garçon aux cheveux sombres prend les commandes et ordonne à son ami de se concentrer sur l'achat de vêtements pour temps froid et de provisions pour survivre. Pendant ce temps, on voit l'imposante façade du manoir, qui a été rénovée pour servir de forteresse à la fin du monde. Le protagoniste parcourt les couloirs, vérifiant si la construction et la rénovation se sont déroulées comme il l'avait demandé. Avec un sourire approbateur, il loue le travail de l'entrepreneur, disant qu'il était très satisfait de tout. Le responsable des travaux ajuste ses lunettes et admet que c'était le projet le plus difficile qu'il ait jamais réalisé. Il garantit qu'avec des provisions suffisantes, on peut vivre enfermé dans cette maison jusqu'au jour de sa mort. Le garçon serre la main du constructeur et promet de transférer le paiement final le plus rapidement possible. Avant de prendre congé, le garçon aux cheveux sombres avertit l'homme de faire des réserves de nourriture et de ne pas quitter la maison dans les jours à venir. Le constructeur est confus par l'avertissement et demande en riant si un super typhon approche. Souriant, il accepte de se reposer un peu, car il a trop travaillé sur ce projet fatigant ces derniers temps. Puis plusieurs camions arrivent au manoir, apportant des tonnes de provisions essentielles pour la fin du monde. L'ami joufflu annonce fièrement qu'il n'a acheté que les articles les plus chers et de la meilleure qualité sur le marché. Heureux de la nouvelle, le garçon aux cheveux sombres ordonne que tout soit déchargé dans la villa pour qu'il puisse le stocker dans son espace dimensionnel. Une voisine âgée et son petit-fils observent le mouvement avec curiosité, demandant s'ils vont ouvrir un supermarché ici. Le garçon montre du doigt une boîte de bonbons et commence à faire une crise de colère, exigeant que sa grand-mère lui donne une sucette. Sans respecter la propriété d'autrui, la femme soulève son petit-fils pour qu'il puisse atteindre la boîte de friandises. À ce moment-là, le compagnon court vers le protagoniste avec un air inquiet, l'avertissant qu'un gros problème est survenu. Désespéré, il se plaint de ne pas pouvoir dépenser tout l'argent car il reste encore une somme absurde sur le compte. Le garçon aux cheveux sombres résout le problème facilement et envoie son ami aux grands entrepôts de céréales pour acheter tout le stock disponible. Il se souvient que dans le futur, ces céréales seraient volées par des malfrats et décide d'étouffer le mal dans l'œuf dès maintenant. Un employé s'approche en avertissant qu'ils ne peuvent pas livrer les marchandises car une dame bloque le passage. La scène montre le petit-fils mal élevé piétinant les boîtes fragiles pendant que la grand-mère essaie d'ouvrir l'emballage. Le protagoniste arrive, furieux, demandant ce qu'il croit faire en touchant à ses affaires. Avec la plus grande audace,
La femme dit que son petit-fils voulait juste un bonbon et qu'il ne devrait pas se soucier de broutilles. Le garçon fixe la voisine insistante d'un regard glacial, désapprouvant totalement cette attitude envahissante et inconsciente. Elle pointe son doigt sur son visage en disant que les jeunes ne devraient pas être avares et que le bonbon sert d'excuse. La vieille femme en profite pour exiger qu'il laisse toutes les boîtes en carton à sa porte pour qu'elle les vende plus tard. Perdant patience, le héros pointe la sortie et crie, ordonnant à la femme de disparaître de sa vue immédiatement. Ignorant la réprimande, le gamin gâté célèbre en brandissant la sucette géante qu'il vient de voler dans la cargaison de quelqu'un d'autre. Furieux du manque de respect, le garçon aux cheveux sombres crie, exigeant que la femme enlève ce garçon de la boîte sur le champ. Le gamin tire la langue pour se moquer du héros et dit qu'il le détruira au nom des monstres. Le garçon serre les poings avec une expression terrifiante et l'avertit qu'il a intérêt à descendre, de gré ou de force. La grand-mère s'interpose, pointant son doigt sur son visage en lui criant de rester loin de son précieux petit-fils. Mais le garçon perd l'équilibre sur la boîte et tombe sur les fesses par terre, pleurant bruyamment et prétendant être gravement blessé. La vieille femme court désespérément pour ramasser l'enfant et accuse le garçon aux cheveux sombres d'avoir blessé le garçon exprès. Avec un sourire froid, il dit que c'est bien fait pour lui, et qu'il devrait apprendre à ne pas toucher à ce qui ne leur appartient pas. Loin de là, les deux filles snobs observent tout et commentent que le garçon est devenu fou de dépenser autant d'argent comme ça. L'ami aux cheveux bleus dit que stocker de la nourriture par cette chaleur est stupide car tout va pourrir avant qu'il ne le consomme. La rousse est d'accord et appelle l'autre à aller au salon de beauté, garantissant que Zach s'occupera bientôt du problème. Un jour avant l'apocalypse, nous voyons le parc logistique sous un ciel bleu clair qui n'indique pas le danger imminent. Le garçon joufflu annonce qu'il a déjà dépensé tout l'argent pour acheter 5 granges entières de céréales pour leur stock. Le garçon aux cheveux sombres sourit, satisfait, et dit que maintenant il ne reste plus qu'à aller chercher l'ami timide et à collecter les céréales pour finir. Il trouve la fille en train de travailler dur et elle dit joyeusement qu'elle a été promue superviseur d'entrepôt. Le garçon l'avertit que son travail ici est terminé et qu'elle doit démissionner immédiatement pour partir avec eux. Mais avant de partir, il lui demande une dernière faveur très importante qui garantira le succès du plan de survie. D'un air sérieux, il lui murmure à l'oreille, demandant les clés de l'entrepôt principal pour y entrer par effraction la nuit. La jeune femme est surprise par la demande audacieuse mais accepte d'aider, faisant entièrement confiance à l'ami qui l'a sauvée. Pendant ce temps, le garçon joufflu observe tout, admirant sa loyauté et l'audace du garçon aux cheveux sombres à risquer autant. Le protagoniste explique qu'il doit prendre les céréales avant que les méchants du futur ne mettent la main dessus. Les clés en poche, il se prépare pour la dernière étape du plan avant que le monde ne gèle pour toujours. Au cœur de la nuit, la fille est surprise de voir le garçon aux cheveux sombres là et lui demande ce qu'il fait à cette heure. Le garçon lui demande d'attendre à l'intérieur de l'entrepôt et l'avertit de ne parler à personne de leur présence. Avec un regard intense, il renforce sa demande, exigeant un secret absolu sur ce qui va se passer ici maintenant. Il prévient que ce qu'il va faire pourrait être choquant, mais supplie la jeune femme de ne pas faire le moindre bruit. La fille rougit et hoche la tête, promettant de rester silencieuse et d'obéir à son ordre sans faillir. Ensuite, le groupe inspecte les gigantesques piles de boîtes, contenant toute la nourriture stockée sur place. Le protagoniste informe le chef d'entrepôt que ces hommes prennent le relais maintenant, congédiant l'ancienne équipe. L'homme remet les clés des autres entrepôts et leur dit au revoir, leur demandant d'appeler s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Le lieu étant vide, le garçon aux cheveux sombres regarde son ami et sourit, l'avertissant que le moment d'agir est enfin arrivé. Tendant la main, il active son pouvoir et ordonne au système de tout collecter devant lui maintenant. Une lumière bleutée enveloppe l'environnement pendant que la capacité spatiale commence à aspirer les provisions. Les boîtes disparaissent à une vitesse record, laissant l'immense entrepôt complètement vide en quelques secondes. Les deux observent l'espace maintenant désert, impressionnés par l'efficacité de son pouvoir de stockage. Soudain, le gérant revient en courant car il a oublié quelque chose d'important et se dirige vers la porte ouverte. En entrant, il ajuste ses lunettes et manque de tomber à la renverse en voyant que l'endroit est totalement propre et vide. L'homme est sous le choc, se demandant s'il hallucine car une montagne de nourriture a disparu de nulle part. Pendant ce temps, le garçon aux cheveux sombres se dirige vers une autre porte verrouillée et frappe légèrement, prévenant qu'il est déjà arrivé. La fille ouvre la porte timidement et sourit, soulagée de voir que le garçon est venu la chercher comme il l'avait promis. Il explique avec enthousiasme que son espace gèle le temps, gardant même des nouilles chaudes fraîches pendant des siècles. L'ami demande si le temps y est nul et le héros dit qu'il doit encore mieux étudier les détails. Souriante, elle court pour rattraper le groupe tandis que le garçon marche calmement dans le couloir. Ils arrivent devant une autre pile géante de provisions prête à être collectée maintenant. Tendant la main, le garçon aux cheveux sombres libère son énergie bleutée pour aspirer tout ce précieux stock. En un instant, les étagères se vident et la marchandise s'évanouit comme par magie. La fille met ses mains sur sa bouche, en état de choc total, incapable de croire au miracle qu'elle vient de voir. Souriant, il confirme l'exploit pendant qu'elle demande, effrayée, comment tout a disparu si vite.